temps de reprendre cette dernière session. On m'entend bien là? Ça marche le micro? Oui. Voilà, donc cette dernière session du colloque sur la guerre du Rif. Donc après les échanges passionnants de ce matin sur les archives qui déjà abordaient les questions de mémoire et de relations entre les différents États et centres d'archives, on a une belle dernière séance donc qui va traiter de la question intitulée Mémoire vive, donc pour s'intéresser un peu à des représentations culturelles, notamment sociales et historiques de cette guerre du Rif. Donc, pour cette dernière session, il y a 3 interventions, une seule en présentiel, comme on dit aujourd'hui, c'est joli mot, et 2 autres à distance par Zoom. Donc, on espère que tout se passe au mieux. Alors, on va commencer tout de suite avec Monica Luis Pignès, qui est à mes côtés, qui nous vient de Barcelone, donc de l'Université de Barcelone, où elle détient la chaire UNESCO sur les femmes, le développement et la culture. Donc, elle est spécialiste en études de genre post-colonial et donc va nous présenter une communication sur une série espagnole, Tiempos de Era, qui a sa façon très particulière de parler du passé espagnol et de la relation avec le Maroc. Voilà. Et ensuite, donc, nous laisserons la parole à Batiran Ras et Zakaria Rani et à Mimoun Aziza que je présenterai donc ensuite quand ce sera leur tour d'intervenir. Voilà, donc sans plus attendre, pour essayer de finir dans les temps, je laisse la parole à Monica. Merci. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence jusqu'ici très intéressante. Et je m'excuse pour mon français que c'est bien trop créatif. Ces dernières années, les séries sont devenues un élément mainstream. On parle même de séries de culte. Nous sommes, qui plus, qui moins, devenus des adeptes de cette nouvelle mode. Dans ce cadre, plusieurs pays qui n'étaient pas connus comme des grands producteurs de films ont gagné de l'espace, non seulement sur le marché intérieur, mais aussi à l'étranger. On peut dire que le monopole américain, même s'il doit encore être pris en considération, appartient désormais au passé. Les séries turques qui ont franchi les frontières de leur public naturel pour atteindre des publics qui semblaient a priori plus difficiles à conquérir en sont un exemple clair. Bien que les raisons de ces succès soient diverses, une formule qui se répète est la somme de production avec une utilisation renouvelée de l'orientalisme version XXe siècle. En effet, il est remarquable de constater à quel point les principaux éléments de cette formule réussie sont l'exotisme, luxe, tradition, paysage ensoleillé et distance par rapport à la modernité, et les rôles attribués aux personnages féminins. La relation entre télévision et histoire est un sujet qui a été largement débattu. Selon Gary Edgerton, la télévision présente plusieurs caractéristiques qui en font un facteur clé lorsqu'on parle d'histoire et de mémoire. Aujourd'hui, le visionnage de la télévision ne se fait pas seulement par les canaux traditionnels, terrestres ou paraboliques, mais aussi par les plateformes. Il s'agit d'un phénomène mondial, bien qu'avec des spécificités locales, qui procure d'énormes avantages économiques, mais pas seulement, et qui a une large audience versus l'académicisme hermétique, où l'histoire y est utilisée pour réfléchir sur le présent et le futur. Enfin, elle est le principal canal par lequel la majorité de la population connaît l'histoire. L'idée répondue, en tout cas, est que regarder des séries historiques est utile pour apprendre l'histoire. On peut voir ici ce premier exemple d'un poste dans un magasin colombien. Et
Le second est celui de la plateforme de radio-télévision espagnole. Les séries, en raison de leur capacité à toucher un large public, dans lesquels un pourcentage important de femmes, sont souvent utilisées comme nouveaux moyens de communication politique. Ces produits audiovisuels sont idéaux pour transmettre un nationalisme qui peut aussi être transnational. Les productions espagnoles ont connu un essor et ce qui était initialement des produits destinés au public local sont devenus des succès auprès d'un public mondial grâce à leur diffusion sur des plateformes telles que Netflix. Effectivement, une partie très importante sont des séries d'époque, des séries ayant un contexte historique. En Espagne, on peut dire qu'il y a un avant et un après de Cuéntame cómo pasó, raconte-moi comme ça s'est passé. Et le titre reflète l'intention des auteurs. Quelqu'un, le public, demande à quelqu'un, le scénariste, d'expliquer comment les événements de l'histoire du pays se sont produits depuis le milieu des années 60. Ici, comme on peut le voir, l'accent n'est pas mis sur les personnages historiques, mais sur la micro-histoire, sur l'histoire collective de ceux qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires, comme la famille Alcántara. Mais cet accent mis sur les personnages ordinaires marque aussi le début de ce qui est devenu une histoire de l'Espagne franquiste sans Franco, c'est-à-dire la construction d'un récit dans lequel Franco devient un acteur secondaire ou un arrière-plan presque transparent sans influence. Cet phénomène a comme l'un des exemples les plus représentatifs lo que escondían sus ojos, c'est que leurs yeux cachés. Une mini-série basée sur un best-seller, une pratique également très courante, qui raconte les amours adultères de la marquise de Llançol avec Serrano Suñer, le beau-frère de Franco. Dans cette série, l'accent n'est pas mis sur la facette politique de Serrano Suñer, il a été nommé ministre en 6 occasions, mais plutôt sur la facette d'homme amoureux. Au fil des années, cependant, les séries ont évolué vers une narration un peu moins chorale et se sont concentrées sur les protagonistes féminins. Isabelle, pas catholique, mais Isabelle seulement, par exemple, se centre sur un personnage historique qui non seulement apparaît dans les livres d'histoire, mais qui est un des mythes fondateurs du nationalisme espagnol. L'Empire romain et en même temps la résistance numantine sont également considérés comme fondamentaux pour l'identité nationale, un fait qui se reflète dans des séries comme Hispania, la leyenda ou Imperium. Enfin, on peut trouver aussi la série El Ministerio del Tiempo, où les fonctionnaires de ce ministère très particulier traversent toutes sortes de vicissitudes pour que l'histoire de l'Espagne ne change pas. Les séries de contextes coloniaux apparaissent dans ce cadre. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la représentation des Arabes ou des musulmans dans les séries non historiques par manque de temps, mais c'est un sujet qui mérite également une analyse profonde. Le premier exemple, c'est El tiempo entre costuras, d'après le roman de même titre de Maria Dueñas, et qui a été traduit en français comme Le fil de destin. Sira, la jeune et très belle protagoniste, vivra au protectorat espagnol au Maroc, où elle se forge une place de couturière d'haute couture. Son travail d'espion et la lutte contre les nazis n'empêcheront pas Sira d'être amie du haut-commissaire Juan Luis Beigbeder, qui est un éminent soldat du régime franquiste, mais qui apparaît ici simplement, une autre fois, comme un homme amoureux. Alors, on voit comme le mantra « homme amoureux » est répété. Les émotions vont sauver les hommes de ses péchés. Même en France, il a eu un succès très grand avec le titre L'espion de Tanger. Et
Depuis la première de la série, l'actrice principale est apparue sur la couverture de nouvelles éditions. La série est aussi dans Netflix, mais avec ce changement de titre, The Time in Between. Un autre exemple intéressant est Palmeras en la nieve, un roman de Luz Gavaz basé sur l'histoire de son père qui s'est installé en Guinée au milieu des années 50. Dans ce cas, l'adaptation a également été faite, mais pas dans une série, mais dans un film. Il ne passe pas inaperçu que c'est la même actrice, Adriana Ugarte, qui joue le rôle protagoniste. Les séries historiques jouent constamment avec le réalisme, avec la frontière imprécise entre réalité et fiction. Basée sur des faits et des personnages réels, est une phrase qui sert d'accroche pour donner la crédibilité aux intrigues. Les romans et les films sont d'une combinaison d'orientalisme, on parle de légendaire plantation, et bien que cela puisse paraître contradictoire, réalisme, basé sur des milliers d'histoires véridiques. Et l'année dernière, la télévision espagnole a lancé une autre série qui se déroule dans la Guinée coloniale, diffusée tous les jours après le journal du midi, mais elle n'a pas eu beaucoup de succès et s'arrêtera en mars de l'année prochaine. Une fois encore, les femmes jeunes sont les principaux protagonistes. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la série qu'on va analyser dans la suite. Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, la réalité et la fiction s'entremêlent ici aussi, de sorte que le spectateur aura du mal à distinguer l'un de l'autre, surtout étant donné l'absence de formation historique sur cette période dans les écoles espagnoles. Un roman dont le contenu diffère de celui de la série est paru en même temps que la série. Il s'agit de produits conçus d'une manière transmédia et dotés de campagnes de marketing très puissantes. Le succès de la série a également été international, bien que le changement du nom en anglais soit significatif. Elle est disponible sur Netflix avec le titre Morocco, Love in Times of War. On voit une autre fois la combinaison genre et orientalisme, une femme et l'amour qui se donne dans un contexte exotique comme c'est le Maroc. Une grande partie de la publicité de la série est basée sur la devise basée sur des personnages réels. Il s'agit ainsi de recréer la présence des dames de la Croix-Rouge à Melilla, en particulier d'entre deux, Maruja, une infirmière, Maruja de la Paz, et Maria del Carmen Angolotti, la directrice de tout le groupe. La série commence pour expliquer le cadre historique, bien que de façon assez succincte. Juillet 1921, l'armée espagnole combat les rebelles rifans d'Abdelkrim près de Noailles. Les matériaux qui soutiennent les contenus de la série doivent être pris en compte, en particulier le portail web, qui représente un investissement important tant au niveau de la planification que des moyens économiques. Je tiens toutefois à préciser que le site a subi des modifications substantielles et que le contenu n'est pas le même lorsque la sortie de la série. Le site explique, par exemple, l'équivalence de chaque caractère de la série avec leur personnage historique correspondant. Cela inclut la reine Victoria Eugenia elle-même, suffisamment inconnue du grand public pour devoir être expliquée. Et même Carmen Angolotti, la duchesse de la Victoria. Le site explique qu'elle a organisé l'activité de la Croix-Rouge espagnole, dit qu'elle a mis son argent et son effort dans les hôpitaux, mais n'explique pas qu'avec la proclamation de la Seconde République, elle quitte l'Espagne pour accompagner le roi en exil, ni aussi d'autres événements vraiment importants de sa vie. Bien que le site évite de parler des militaires historiques, ce personnage de fiction, le lieutenant-colonel Vicente Ruiz Márquez,
peut être basée sur Francisco Triviño Valdivia, un médecin militaire mort l'an 1934, c'est-à-dire avant la guerre civile. Et ces faits, c'est important car la série évite de relier les militaires qui apparaissent à des personnages réels vivants pendant la guerre civile, ce qui est problématique étant donné l'accent mis sur la véracité des faits. C'est pour ça que le protagoniste masculin a un profil éminemment médical et non militaire et répète sans cesse qu'il est venu à la guerre pour sauver des vies. L'héroïne, Julia, dans la fiction, arrive à Melilla pour chercher son frère et son fiancé. Elle ne peut pas plus être un ange du foyer à cause de la guerre et alors elle va devenir une ange d'hôpital. Et le site web comprend même une chronologie des faits, mais avec un vocabulaire qui dénote une vision qui n'est pas du tout impartiale. Par exemple, on parle de premier conflit, ou bien on parle d'apparition de Rifain, chose un peu difficile d'accepter car ce sont les habitants de la région. La Légion apparaît en tiempos de guerre avec deux objectifs. Le premier, pour montrer une image des hommes barbares, oui, mais honorables. Et le second, pour que l'image du reste de l'armée soit plus douce, raisonnable et considérée. Ici, on voit le légionnaire de fiction, Roberto Molina, qui est le personnage représentatif du groupe de Legionarios. Il est ami du fiancé de Julia. Il est lieutenant à la Primera Bandera et pourtant, lui est commandé par Franco. Mais le public en général ne connaît pas ces faits. Et Franco, donc, qui était un acteur important des faits qui racontent la série, surprise, n'apparaît pas dans la série ni est mentionné dans la page web, ce qui contraste avec les allusions continues à la réalité historique de l'ensemble. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, c'est une histoire de l'Espagne contemporaine avec un Franco transparent, invisible. Comme s'effectue la représentation des hommes Rifain d'une manière assez grossière, surtout si on considère l'importance des masculinités déjà montrées par les Espagnols. Comme l'indique le titre de la série, ce sont des thèmes de guerre et les personnages se réfèrent toujours aux Rifain comme l'ennemi. Ils sont représentés sous forme de points distincts, dépouillés de traits humains. C'est impossible d'avoir de l'empathie pour eux. Contrastant, ils sont toujours montrés dans un contexte de violence sans expliquer à aucun moment les causes ou les motifs qui les y poussent. Contrastant avec la beauté des protagonistes espagnols, ces hommes sont laids. Ce sont des hommes barbares avec des couteaux pleins de sang. Ils sont aussi des voleurs. Ils sont exemples parfaits de machisme et de misogynie, ce qui est parfaitement en accord avec les clichés orientalistes. Il n'y a qu'un seul vrai personnage de la région, Larbi. Il est beau et tombe amoureux d'une des dames infirmières, comme c'est possible, parce qu'il ne lutte pas contre l'Espagne, mais il collabore avec elle. Mais pas en tant que soldat, mais en tant que chauffeur et ambulancier. De notre part, les producteurs de la série n'ont pas cherché un acteur marocain pour jouer ce rôle. Et sur le site, ce fait n'est pas critiqué, mais loué. Il a l'air marocain, mais il est suédois. C'est un cas très particulier de whitewashing. Les Marocains qui faisaient partie des troupes espagnoles sont effacés de cette histoire. Loin d'être un hommage à ces soldats, la série les rend totalement invisibles. C'est le même lorsqu'il faut la partie du service, son domestique invisible. Et
Même depuis que les têtes coupées sont une image puissante du moment, ces serviteurs sortent dans les plans sans tête. Si ce sont des femmes, il peut avoir la tête parce qu'il faut montrer les mouchoirs, le hijab, mais elles sont des servantes muettes. Littéralement, peu importe ce qu'elles ont à dire. Comment les femmes espagnoles sont-elles représentées dans ce contexte? En utilisant le lavage violet, le purple washing. Ces femmes sont courageuses depuis elles appartiennent à la haute société. Je n'ai pas le temps de développer les questions de classe posées par la série. Elles sont des professionnels belles, propres. Ce n'est pas un hasard si dans une promotion, on parle du film Pearl Harbor. C'est l'image du film. Ce sont des héroïnes qui, en plus de sexistes, sont sexuellement libérées. On voit ici, c'est elles qui prennent l'initiative. Et cette série s'inscrit dans la tendance des séries sur les infirmières dans des contextes de guerre, tels qu'Anza Girls, et non, ce n'est pas la servante écarlate, ou The Crimson Field, la série britannique, et oui, la ressemblance est plus qu'une coïncidence. L'importance de l'image et le pouvoir qu'elle véhicule ne sont pas passés inaperçus depuis le début du cinéma. À des moments historiques clés, comme les deux guerres mondiales, le cinéma a été utilisé comme un instrument de propagande et la production de films a augmenté de manière exponentielle. Un siècle plus tard, les États, les sociétés, les techniques cinématographiques ont changé, mais l'instrument est toujours à la disposition de ceux qui vont l'utiliser. Les séries historiques insistent beaucoup qu'elles sont basées sur des événements réels et qu'elles travaillent avec des historiens pour les conseiller sur les contenus. Mais les scénarios se concentrent sur des histoires d'amour qui prennent le contrôle de notre raison pour nous faire nager dans une mer des émotions. Et ces émotions ne sont pas casuelles, tandis que nos cœurs vont vers les histoires fascinantes de vos protagonistes, nous recevons un portrait des événements historiques qui est très connoté idéologiquement. Les personnages féminins appellent à la visibilité du rôle joué dans l'histoire par les femmes. Cependant, de manière très suspecte, cette visibilisation s'accompagne d'une relecture anachronique et très édulcorée des événements dans laquelle, par exemple, les militaires qui deviendront plus tard les putschistes apparaissent comme des hommes à l'ancienne, au caractère dur, mais au grand cœur. Personne ne veut pas cette guerre, dira l'un des personnages, comme si la guerre n'avait pas de cause spécifique, comme si elle était quelque chose presque d'inévitable, de naturel. Mais dans la série, rien n'est naturel. On a sélectionné et interprété les faits historiques afin de les offrir au grand public avec une intentionnalité évidente. Merci. Alors, un grand merci, Monica, pour cette présentation qui nous plonge dans le très, très contemporain. Après, les archives, c'est complètement autre chose, mais c'est peut-être un sujet qui touche encore plus profondément l'opinion publique, puisque ce sont les Espagnols, et même au-delà, donc un peu ailleurs dans le monde, qui regardent ces séries et qui sont complètement marqués, du coup, par l'histoire qu'elles véhiculent, avec des caricatures de clichés qui sont tout à fait impressionnante en 2021. Mais on aura le temps d'en parler dans la discussion plus tard.